Cette réunion de ce soir a un goût tout particulier, a d'abord le goût de l'amitié, et puis par ailleurs le goût du défi. Le goût de l'amitié parce que Léa, qui m'est très chère, nous a fait l'amitié d'être là ce soir pour être notre grande observatrice et pouvoir décoder de son point de vue, de journaliste, d'intervieweuse, peut-être la plus redoutée de France, comment aujourd'hui on peut percevoir les relations entre les médias et les avocats. Ce soir, vous avez peut-être le plus beau plateau de tout le barreau de Paris pour venir vous parler de ce que l'on vit quand on est avocat, quand on est exposé, quand derrière une défense se cache un homme, une femme, des doutes, une volonté de parvenir à la défense coûte que coûte, et une exposition, et une fragilité, et des incertitudes, et une pression immense. Et finalement, la seule chose qui compte vraiment, c'est la volonté de bien faire. Alors ils vont vous parler de tout ça. Ils vont vous parler de ces solutions qui ne sont jamais évidentes, de ces recettes qui ne sont pas universelles, de cette délibération personnelle permanente pour arriver à savoir ce qu'est le beau, le bon, le juste, peut-être l'idéal selon Platon. Je vous laisse nous exposer comment vous avez cheminé à travers des dossiers très personnels, à travers des vies d'avocates et d'avocats. Je voudrais vous remercier parce que dans un moment où la parole publique est de plus en plus terne, elle est de plus en plus aseptisée, où tous les matins on a des hommes politiques qui viennent nous dévaler nous annoncer leurs éléments de langage avec de moins en moins de charisme, je pense. Il y a un petit souci de ce côté-là. Eh bien, je voudrais vous dire que au moins vous, les avocats, vous savez parler. Et croyez-moi, de plus en plus, moi j'ai commencé mon métier il y a 15 ans et j'ai vu, et je le regrette, même si j'ai pas envie de faire tout ce pourri sur les politiques, mais j'ai vu le niveau baisser. Je veux dire, moi j'ai commencé avec Philippe Séguin, j'ai commencé avec Jacques Chirac, j'ai commencé avec Nicolas Sarkozy, François Hollande, qui chacun dans son style savait parler. C'était des animaux politiques, il y avait des tripes, il y avait de la même passe-quoi, il se passait quelque chose. Et là, bon, ben voilà, je ne vais pas nommer, mais vous savez, vous écoutez, vous entendez, et imaginez notre souffrance. Donc quand on a des avocats, d'abord c'est un plaisir, parce que vous êtes des bons clients pour nous. Vous êtes des bons clients parce que vous savez parler. Vous êtes des bons clients parce que vous avez la même culture que nous, qui est la culture du contradictoire. Mais on est comme vous, c'est-à-dire que quand on a un homme politique, moi, ma préparation des interviews, ou un avocat, je prends tout ce qui est à charge. Je ne vais pas aller dans son sens. Donc je cherche et je demande, par exemple, aux gens qui travaillent avec moi d'aller chercher ce qu'ils ont dit. Ah, il y a 2 ans, et vous avez déclaré ça, mais vous avez changé d'avis. Ah, machin. C'est ça qu'on essaye de faire. Donc on est comme vous. On essaye d'être à charge et à décharge, et plus souvent à charge, d'ailleurs, c'est le job d'un journaliste. Le procès du 13 novembre 2015 a été beaucoup présenté comme la réponse de l'état de droit à la barbarie. Il y avait quand même une question de principe assez fondamentale, à savoir que notre parole devait être en premier lieu entendue par les juges. Par les juges. Parce qu'en fait, c'est eux qu'on va essayer de convaincre. Sur Salah Abdeslam, convaincre l'opinion publique, c'est une mission difficile. Convaincre les juges sur des arguments factuels et des arguments juridiques, c'était notre mission. Et nous avons tenu à ne pas céder à la tentation de l'exposition médiatique. Mais si on veut être crédible, il faut réserver notre parole. Vous savez, il y a une phrase que j'aime beaucoup, je ne sais plus qui l'a dite. Tu es l'esclave des paroles que tu as prononcées et le maître de celles que tu n'as pas prononcées. Et parfois, la meilleure stratégie, c'est de savoir se taire, surtout dans un procès comme celui-ci. On se rend tous bien compte qu'il y a en fait 2 tribunaux en cours. Il y a un tribunal médiatique et une cour d'assises. Et les règles ne sont pas les mêmes. On est tous bien conscients du fait qu'il y a un enjeu, tout simplement de pensée collective, de message, de défense, qui doit être à un moment donné, parce que le parquet, lui, communique. Les parties civiles, elles, communiquent, et ne pas communiquer, c'est aussi laisser la place à la parole adverse de s'installer, laisser une douce musique s'installer, et, selon l'adage qui dit mot consent, donner le sentiment qu'il y a un consentement à cette forme d'opposition. Les avocats
la sphère médiatique flirte dans une histoire qui n'est pas, qui n'est pas possible. En réalité, et pourtant, c'est comme dans un couple un petit peu toxique. Chacun a le sentiment d'avoir besoin de l'autre, et chacun aussi a le sentiment qu'en réalité, l'autre est la pire personne pour lui. Donc je pense qu'effectivement, ce couple infernal entre médias et avocats n'aurait en réalité enfin, en tout cas, le meilleur conseil que je pourrais moi lui donner, c'est de se rapprocher, et de se rapprocher du procès, et de rencontrer les différents acteurs, et d'aller, et aujourd'hui on a des méthodes médiatiques, techniques, pour pouvoir aller à l'intérieur, regarder, voir ce qui se passe. Dans cette ambiance où effectivement on médiatise de plus en plus le procès et l'intérieur des procès, est-ce que du coup, tous les deux déjà d'abord, et peut-être Charlotte ensuite, vous pensez que c'est une bonne chose, la fameuse question de filmer les audiences? J'ai envie globalement de répondre oui à cette question, parce que je pense que tout ce qui montre et tend à montrer le fonctionnement de notre justice est positif. Oui, tout ce qui peut permettre d'aller montrer aux gens comment ça se passe, et de défantasmer en fait, surtout parce que le vrai problème il est là, c'est que tout le monde a un avis dès qu'il y a un fait divers qui se passe. Je viens de passer la journée sur le fait divers d'Annecy qui est catastrophique, mais tout le monde a un avis sur la question. Au début de cette intervention, on a entendu la position de Martin, qui considérait que la communication pouvait être toxique pour la défense de l'avocat. On voit que toi, Xavier, tu as une position qui est radicalement différente. Comme tu dis, il faut donner à comprendre, il faut donner à voir, parce qu'il y a une complexité qui est nécessaire pour arriver à rentrer dans un jugement fin et en réalité une rationalité de l'information qui est finalement délivrée, c'est-à-dire pourquoi est-ce que l'institution judiciaire se prononce dans un sens ou dans un autre. Moi, j'ai profité de cette expérience-là, justement pour essayer d'aller chercher par le col les gens qui se disent, qui se posent encore les questions au XXIe siècle, mais comment peut-on défendre ces enfoirés? S'ils comparaissent dans un box terreau, c'est que nécessairement ils sont coupables. Comment peut-on, comment faites-vous pour défendre? Mais cette question-là, c'est une question que je ressens et que j'ai essuyée de mes amis, de ma propre famille, ma famille. Quand vous avez le regard d'une mère qui se pose sur un fils fier d'avoir vu 10 ans auparavant son fils porter la robe à la prestation de serment et de le savoir 10 ans plus tard défendre les terroristes, quand vous habitez et que vous n'êtes pas proche de la capitale, que vous êtes un petit peu éloigné de toutes ces considérations, comment la considération d'une mère, c'est compliqué. Tout cela n'a d'intérêt en réalité que si c'est tourné vers les personnes que l'on défend. J'avais besoin que les gens viennent comprendre ce que c'était que défendre l'indéfendable. Donc venez voir, venez entendre ce que c'est. On peut être avocat de la défense et rentrer chez soi en chiale. Rentrer chez soi en devenant alcoolique. Vous avez un écran géant sur lequel est diffusée la fosse du Bataclan avec des corps, des amoncellements de corps du sang partout. Comment voulez-vous, même en étant avocat de la défense, vous en sortir? Et pourtant, ce sont les principes. Moi, je ne suis pas l'avocat du terrorisme, je suis l'avocat de vous, de moi, de ces gens-là qui ont les mêmes droits que vous et moi, mais les mêmes droits, et des devoirs aussi, mais les mêmes droits. L'intérêt du client et notre intérêt sont deux choses différentes. Et ce serait évidemment mentir que de penser que nous faisons ce métier de façon désintéressée. Nous ne le faisons pas de façon désintéressée. Nous avons tous notre petit nombril. Et chez les avocats, il est sans doute un peu plus gros que dans d'autres métiers, assurément. Pour autant, ce qui doit toujours prévaloir, c'est l'intérêt de celui qui nous a fait l'immense honneur et le don de nous confier sa défense. Mais vous dites qu'il y a un temps judiciaire, un temps médiatique. En réalité, il y a un temps judiciaire certainement, mais il y a plusieurs temps médiatiques. Et il y a plusieurs jobs de journalistes. Parfois, on se retrouve, comme dans cette matinale qui est pour Nicolas Demorand et moi la plus belle et la plus forte qu'on ait faite l'année dernière, la saison dernière, qui est la matinale le lendemain du procès de V13, à l'issue de ces 9 mois de procès. Et parfois, il y a je vais utiliser une expression qui m'a été reprochée dans un autre cadre, des moments de grâce qui se passent. Et ce moment-là, on entendait les silences, on avait les larmes aux yeux. Plusieurs fois, vous nous avez fait pleurer. C'est rare de faire pleurer des journalistes. Ça s'est pas vu, je ne sais pas si c'était filmé, mais on a pleuré avec vous. Vous étiez exténués, tous, dans ce procès hors norme, dans ce procès pour l'histoire, qui est un procès qui vous dépassait, qui vous tombait dessus. Mais
on a eu un moment et une matinale et une pulsation incroyable. Mais pourquoi je vous dis qu'on a plusieurs temps? Parce que vous avez raison de dire on a eu tort d'aller chez Quotidien. Parce que Quotidien, comme moi, et je prends la critique pour moi, surtout la télé, je vais envie de vous dire encore plus que la radio, la télé c'est un média de l'instant et c'est du divertissement. Même quand c'est Quotidien ou ce que je fais moi ou c'est à vous, à la fin c'est du divertissement. Et donc ils en ont rien à foutre du temps long. Et voir le temps long fait zapper les téléspectateurs. Donc, si vous venez, il faut venir avec 3 formules, 3 punchlines, etc. Donc, au milieu du procès, c'était une erreur de votre part d'y aller, je pense. Et vous avez bien fait ensuite de ne plus y aller. En revanche, il y a des journalistes qui sont les journalistes police-justice, et je dois vraiment rendre hommage au travail de Charles Piret et de Sophie Parmentier. Moi, j'ai été bluffée. J'ai pris un cours de journalisme dans ce qu'elles ont fait, toutes les deux, tous les jours, à couvrir ce procès. On n'a pas le même temps. On n'a pas les mêmes objectifs, Charlotte et moi. Moi, je dois interviewer tous les jours. J'ai des obligations et des pressions d'audience. Je dois avoir le meilleur invité tous les matins. Je ne dois pas faire chier les gens qui ne vivent pas le procès 24 heures sur 24. Donc, je suis obligée de putassiser un peu. Pardon, j'emploie l'expression à dessein. Mais vous savez ce que c'est, vous êtes avocat. Et vous avez le travail de fond. Donc, vous avez le travail d'une matinale radio, qui est la première de France, qui réveille 4,5 millions de personnes, ou d'une émission télé qui est de grande écoute, qui est d'attirer l'oreille des gens, de les capter. Et ça, pour ça, effectivement, le temps long, ou les subtilités, ou les nuances, parfois, elles ne passent pas. Et vous avez le travail de Charlotte, et je dois vous dire que ce qu'elle a fait tous les jours, même quand nous, parce que je vais vous dire, nous, les journalistes, au bout de... Évidemment, on a fait le premier mois l'ouverture et tout ça, et attention, le procès historique, là, puis après, ça nous a saoulés un peu. Le day-to-day nous a saoulés. Donc on passait outre, et elle était là, elle était toujours là, à vendre ses sujets, à se battre pour les passer, même quand c'était un jour où il ne s'était pas passé quelque chose d'extraordinaire. Et elle avait raison. Et ce qu'elle a fait dans son podcast, avec Xavier, est absolument fabuleux, est une œuvre de journalisme absolument fabuleuse. Donc, en fait, on ne fait pas le même métier. Donc vos critiques, moi je les prends pour moi, mais je ne veux pas que ça ne va pas jusqu'à elle. J'ai envie de la défendre, elle, parce que c'est rare et c'est fabuleux. Et c'est vrai qu'il y a France Inter, sans doute parce que c'est ça aussi la différence du service public, qui a mis les moyens, qui a mis 2 journalistes pendant 9 mois, qui les a sortis, elle ne faisait plus que ça pendant 9 mois. Ouais, vous pouvez l'applaudir. Et vous avez les autres. Non, c'est vraiment ça. Je ne le dis pas souvent. Ce qu'elles ont fait était pour moi, pour Nicolas Demance, elles nous ont donné une leçon de journalisme absolument fabuleuse. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc il y a plusieurs temps médiatiques. Vous avez raison de cultiver la rareté quand vous êtes l'avocat d'Abdeslam, parce que vous avez perdu d'avance. Quoi que vous disiez, vous avez perdu d'avance pour l'opinion publique. Et quand on dit l'opinion publique, c'est d'une certaine manière le journaliste aussi. Vous défendez un salaud. Mais quand même, ce qui s'est passé dans cette matinale du lendemain, avec vous deux qui avez défendu le salaud, eh bien, vous avez fait passer une émotion, une pulsation, une humanité, je ne vous dis pas le nombre, le tsunami de mails qu'on a reçus et de réactions d'auditeurs qui étaient pétrifiés. Et ça, pour moi, à titre personnel, c'est ce que j'appelle une réussite, une émission réussie. C'est quand le type, le matin, il arrête de se brosser les dents, il fait taire les gosses qui bouffent leurs céréales, où il s'arrête, et ça m'est arrivé plusieurs fois qu'on me dise, rarement d'ailleurs, mais plusieurs fois dans ma carrière en matinale de radio, je me suis garée pour écouter, tellement j'étais assaillie par l'émotion, je n'arrivais plus à conduire, je me suis garée à côté, et je me suis pris le truc. Et en ça, on n'a pas beaucoup de fierté, moi j'en ai quelques-unes. Cette matinale-là était une grande fierté, et leur travail est incroyable. Quand vous choisissez d'aller sur un plateau télé ou quand vous choisissez d'aller dans tel ou tel média, vous cautionnez d'une certaine manière le travail que fait ce média. Quand vous choisissez d'aller sur Quotidien, vous cautionnez les méthodes de Quotidien. Il y a des questions que tu te dois te poser en éthique et déontologie journalistique parce que tu ne peux pas laisser passer la situation sans poser la question. Tu ne peux pas regarder passer le train en disant « je sais qu'il se passe ça mais j'en parle pas ». Et donc, on se rend compte tout doucement qu'en réalité, au début, il y avait des rapports, des liaisons dangereuses entre les médias et les avocats. Et là, on se rend compte qu'il y a des rapports obligés, que le judiciaire s'impose dans le média et que ça devient un passage nécessaire pour l'information du public.
Mais d'abord, je vais vous dire, puisque c'est une salle remplie d'avocats, que vous allez être obligé de parler de plus en plus aux médias, parce que c'est comme ça. Je veux dire, c'est pas moi qui fais le système médiatique. Vous allez être de plus en plus sollicité, il y a de plus en plus de chaînes, il y a de plus en plus de judiciarisation de la vie de la société et de la vie politique, donc vous allez être amené à ça. Nicolas Sarkozy, qui est ancien président de la France, et Nicolas Sarkozy, qui est un très bon client média, un des meilleurs, que tout le monde veut avoir. Voilà. Il y a 3 ans, Emmanuel Macron est parti au Rwanda pour évoquer le rôle de la France dans le génocide du Rwanda. Le premier président qui a ouvert la voie et le chemin vers ça, c'est Nicolas Sarkozy. C'est le premier qui a dit qu'il faut que la France se regarde en face, elle regarde ce qu'elle a fait en 1994 au moment du génocide du Rwanda, ce que Mitterrand a fait. À ce moment-là, je dis, ok, je vais lancer l'invitation à Nicolas Sarkozy. Parce qu'on est sur le Rwanda, parce que c'est France Inter, parce que c'est un sujet hyper important et parce qu'il faut rendre à César, et c'était Sarko, pour le coup, qui avait ouvert le truc. Je lui dis, écoute, 10 minutes d'interview, 100% sur le Rwanda. Donc je dis ça, j'ai un coup. Journalistiquement, j'ai un coup. Je vais voir ma directrice de la rédaction, de l'information, qui me dit, c'est super. Mais le procès Bismuth commence dans 3 semaines, tu ne peux pas ne pas poser une question. Alors, je vous pose là, qu'est-ce que vous faites? Plaidez pour moi. C'est-à-dire que vous avez Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qui est plus important? La reconnaissance du génocide et la parole d'un président de la République sur ce qui va rester dans l'histoire comme une page sombre de l'histoire de la France est quelque chose, un témoignage important. Le fait que je deal, oui, je deal les termes d'une interview, c'est-à-dire il n'y a pas de question. Donc, la parole donnée. Et je me suis retrouvée dans ce truc-là où j'ai dit, merde, qu'est-ce que je fais? Parce que j'aurais pu lui faire à l'envers. C'est-à-dire que, et je l'ai fait dans ma vie, des trucs à l'envers, mais là, c'était quand même compliqué. C'est-à-dire que tu donnes ta parole, c'est 10 minutes 100% sur le Rwanda, et qu'est-ce que tu fais? J'ai beaucoup hésité. J'ai hésité soit à contredire ce que me disait ma patronne, c'est-à-dire, après tout, moi je m'en fous, là, je lui parle du Rwanda, et voilà. Puis j'ai appelé. Elle m'a dit, va pas aimer, je te rappelle dans 10 minutes, je lui posais la question. Il me rappelle dans 10 minutes, et j'avais pas l'interview. Et donc, voilà. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que c'est un casse-tête en permanence, en fait. C'est un casse-tête en permanence aussi pour les journalistes quasi. Je ne sais pas combien il y a de ministres qui sont mis en examen. Donc, si à un moment, on arrête de les recevoir, moi, j'ai plus personne. Je veux dire, à un moment, voilà, le garde des Sceaux lui-même est mis en examen. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, quand j'ai préparé mon interview de Dupond-Moretti samedi, j'ai réfléchi avec Maëlle, qui est avec moi, et qui ont réfléchi ensemble sur les interviews. À quel moment lui sort qu'il est mis en examen? Donc sachez que c'est un casse-tête pour nous en permanence. On se rend compte qu'il n'y a pas de solution universelle et on se rend compte aussi du conflit de valeurs qu'il peut y avoir à la fois chez les journalistes et les avocats, parce que Léa, tu rappelais avec justesse qu'il y a une nécessité de l'information, et dans la nécessité de l'information, de ne pas tronquer l'information. On ne peut pas qu'éclairer un sujet sous l'angle de l'actualité politique. Et il faut aussi la ramener dans une dynamique. Et d'autre part, il y a aussi la présomption d'innocence. C'est-à-dire que la mise en examen, on le sait tous, c'est quelque chose de tout à fait transitoire, temporaire, et heureusement que les mises en examen ne débouchent pas toujours sur des reconnaissances de culpabilité. Donc c'est vrai que cette question, elle est très fine, parce que si on doit appliquer la présomption d'innocence de façon principielle, eh ben à ce moment-là, on doit presque effacer les mises en examen. Mais si on efface les mises en examen, ça veut dire qu'on oublie aussi la trajectoire judiciaire. Et donc, c'est pour ça qu'il y a toujours des délibérations à avoir sur ces questions, et que c'est peut-être aussi ça, l'apport de ce débat ce soir, c'est de montrer qu'il n'y a pas de solution imposée, qu'il n'y a pas de bonne solution, qu'en réalité, c'est quelque chose à réinvestiguer à chaque fois, sur chaque question, sur chaque personne, sur chaque moment, et pour savoir où est-ce qu'on place le curseur. Parce que quand tu reçois, tu te dis, est-ce que c'est le bon moment pour en parler, ou est-ce que j'ai quelque chose de plus important? Quand tu parles du Rwanda, tu dis, mais franchement, est-ce qu'on n'est pas en train de passer un cap avec le Rwanda? La reconnaissance officielle par un ancien président de la République, c'est quelque chose de fondamental et de majeur dans l'histoire de la France. Et est-ce qu'on n'est pas en train de parler de la grande histoire et de la petite histoire? Et est-ce que la petite histoire, est-ce qu'elle n'est pas finalement tellement vénielle à côté de la grande histoire? Est-ce qu'on doit mettre le prisme véritablement dans la défense au quotidien de nos clients pour venir dire ce qu'il y a exactement dans un dossier, parce que dans ce dossier-là, ça peut véritablement faire difficulté, ou au contraire, se cacher derrière les principes, mais ne pas parler? Ne pas parler quand on vient dire « Ah oui, il y a la présomption d'innocence, c'est très beau la présomption d'innocence », mais ça n'a jamais convaincu personne. C'est un principe, mais ce n'est pas une conviction. Et on en arrive à Xavier parce qu'on en arrive à la difficulté de défendre. Et on en arrive à celui qui s'expose. Et on en arrive à celui qui a mal parce qu'il veut bien faire,
il est encore une fois dans cette délibération personnelle, il fait un choix, et ce choix l'emporte. Et ça t'emporte, Xavier, jusqu'au box, tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Parce que on voit que c'est les risques du métier. Les risques du métier d'avocat, qui a trop vouloir bien faire, et bien on se brûle les ailes. J'ai été jugé, ça a été très compliqué puisque j'ai été à la place des clients que je défends. Chez moi, à Paris, devant les juges que je fréquente. Et on a été relaxé, bon, c'est ce qu'il faut retenir. Cette notion de réputation chez l'avocat. Et vous allez me dire quel est le rapport avec les médias et la relation avec les médias, en fait, elle est évidente. Vous allez comprendre. Je considère qu'un avocat, pour essayer de fonctionner correctement, dignement, il doit réussir une sorte de triptyque de réputation. C'est-à-dire qu'il doit avoir une bonne réputation envers ses clients, c'est la première chose. Ensuite, il faut qu'il ait une réputation envers ses confrères. C'est fondamental. Et enfin, il faut que vous ayez une réputation envers les magistrats, puisque c'est ceux qui jugent vos clients. Et c'est très difficile d'être systématiquement dans la vie d'un avocat au top dans ce triptyque-là. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en réalité, ce qui fait que ces trois piliers vont se nuancer, c'est votre rapport aux médias. Parce que voyez-vous, oui, vous aurez beaucoup plus de clients quand vous passerez à la télévision. C'est sûr. D'ailleurs, nombre de nos confrères y vont. À leurs risques et périls. Un de nos excellents confrères que j'adore d'ailleurs s'est retrouvé devant Pascal Praud la dernière fois. Il passe sur tous les plateaux de télévision, il se prononce sur tous les sujets, y compris, et ça il faut le dire, c'est regrettable, les dossiers qui ne sont pas les vôtres. Vous avez le devoir de ne pas les évoquer. Vous ne pouvez pas parler d'un dossier dans lequel vous n'êtes pas désigné. Pour votre image, par respect pour l'avocat qui est désigné, par respect pour le client qui défend, et pour la stratégie de défense. Donc vous voyez, le média, votre rapport à la médiatisation, parce que c'est quand même le cœur du sujet, c'est pour ça qu'on est là ce soir, et je vais dire juste un mot sur toi tout à l'heure, Florent, il est à ce point dangereux qu'il va conditionner, il va connoter notre rapport à ce triptyque de réputation qui est important pour nous. Et donc il faut le regarder, l'utiliser, le draguer, mais l'utiliser avec beaucoup aussi de distance et de précaution. J'ai comparu, en fait, j'étais sur le banc d'un prévenu. On est derrière, généralement, on est derrière ceux qu'on défend, qui sont devant nous. Là, j'étais devant, et il y a eu des journalistes qui, malveillants, parfois, d'autres très techniques, et puis il y a eu des chroniqueurs, et puis il y a eu des observateurs, et Florent, tu as écrit pendant ce procès, comme Charlotte Piré le fait dans des grands procès, tu as analysé la situation juridique. Et tu ne l'as pas regardé comme un média peut le regarder parfois d'un petit peu trop haut et s'en faire une idée. Et je pense qu'avec ces chroniques qui sont sorties, tu as non seulement sauvé nos robes, pas la mienne, nos robes, parce que c'est au travers de ma situation à moi et celle de Joseph Cohen-Savant, c'était les robes des avocats qui étaient en jeu. Mais tu as aussi sauvé nos réputations. Et ça, je t'en remercie. Je veux dire, moi, je ne jette pas la pierre aux journalistes. Tant qu'il y aura un avocat pour répondre aux journalistes, évidemment que les journalistes ne vont pas s'arrêter là. C'est évident. C'est évident. Donc moi, tant qu'il y aura l'audience, évidemment. Et où est-ce que ça se passe, en fait, le combat? Parce que le tribunal médiatique, le tribunal judiciaire, mais il faut choisir son combat aussi à un moment donné. On est avocat, on n'est pas des professionnels de plateau de télé, on n'est pas formés à ça. Mais il y a quand même quelque chose, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup des plateaux de télévision, c'est très bien, mais en fait, vos relations avec les médias, elles ont 1000 façons d'exister. En fait, il y a effectivement être invité sur le plateau de BFM ou de n'importe quelle autre chaîne, et être invité à la matinale de France Inter. Il y a donner juste une citation pour un papier écrit, il y a répondre au téléphone tout simplement en off. Et donc, vous avez aussi 1000 manières de le faire, et ça, je pense que vous pouvez le faire simplement avec des gens que vous connaissez, soit des médias que vous connaissez, soit des journalistes de confiance qui sont vos relations professionnelles et avec qui vous pouvez discuter d'un dossier, voilà, et sans que ça soit forcément quelque chose d'un coup d'exposer votre client, de trahir quoi que ce soit du secret professionnel. En fait, il y a vraiment 1000 manières de le faire. Oui, les plateaux télé existent, mais heureusement, il n'y a pas que ça d'un point de vue du traitement médiatique de la justice. Pardon, juste. C'est que finalement, qu'on soit avocat, qu'on soit journaliste,
on défend un principe fondamental qui est la liberté d'information du public, la liberté d'expression et la liberté de penser. Et on défend tous là où on est la liberté de penser. Tu l'expliquais tout à l'heure, Léa, en disant les confrontations que tu pouvais avoir avec ta conférence de rédaction, avec ta directrice d'antenne, pour savoir ce que tu devais poser comme question. Tu en as parlé, Charlotte, tout à l'heure, en disant il y a 1000 façons d'être journaliste, et il y a 1000 façons de présenter le rapport à l'avocat, le rapport au procès, le rapport au public. Tu le disais, Martin, tout à l'heure, il y a 1000 façons de concevoir le métier d'avocat, de savoir si on doit parler ou pas parler. Et ça, c'est une éthique personnelle qu'on doit tous distinguer. Et au-delà de ça, j'ai l'impression aussi qu'on fait partie d'un mouvement commun qui tente d'expliquer au grand public ce que sont les colonnes vertébrales d'un état de droit. Et ça, c'est très difficile à faire passer, et on en a parlé 1000 fois, Léa. On est parfois dans un système dont on a le sentiment qu'il ne laisse pas respirer, il ne laisse pas parler, il ne laisse pas la respiration démocratique, et que de temps en temps, on a besoin tous de dénoncer ça. Peut-être que finalement, ce soir, on peut se dire que dans les liaisons dangereuses entre avocats et journalistes, les meilleurs avocats des avocats restent les journalistes. Merci à tous pour cette soirée, pour ce débat. À très bientôt.